Charles Lemoine ajusta sa cravate tout en observant dans le miroir de l'ascenseur le reflet fatigué que lui renvoyait la glace. Les cernes marquées sous ses yeux trahissaient les nuits blanches passées au chevet de sa mère malade, Léa, jonglant entre l'administration de ses médicaments et les courriels urgents à traiter pour l'entreprise. À 35 ans, sa vie était devenue une routine minutieusement orchestrée, se lever à 5 heures, préparer le petit déjeuner et les médicaments de sa mère, laisser des instructions détaillées à l'infirmière de jour, puis se plonger dans une succession de réunions interminables jusqu'au soir. Le hall de verre et d'acier de l'immeuble de bureau résonnait sous ses pas assurés alors qu'il se dirigeait vers la sortie. En tant que directeur général de l'un des plus grands groupes de construction de la ville, Charles avait atteint une réussite professionnelle que beaucoup enviaient. Pourtant, la solitude pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible. Les murs de son bureau au dernier étage étaient les témoins muets de ses appels nocturnes aux médecins et des consultations urgentes sur l'état de Léa. Le contraste entre son univers d'affaires et la réalité qui l'attendait à la maison était accablant. Tandis que ses collègues planifiaient leurs vacances ou célébraient leur promotion dans des restaurants huppés, lui mémorisait les noms des médicaments et les horaires des traitements. La maladie de sa mère avait englouti non seulement ses économies, mais aussi toute possibilité de vie personnelle. Ce soir-là, en octobre, alors qu'il marchait vers sa voiture dans le parking souterrain, un cri aigu déchira l'air. Charles s'arrêta, déconcerté par l'écho qui résonnait entre les piliers de béton. Le son venait de la rampe de sortie, là où la lumière déclinante du crépuscule n'éclairait que faiblement les ombres. En s'approchant, il distingua deux silhouettes recroquevillées contre une colonne. C'étaient deux enfants, jumeaux jusqu'à leurs vêtements en lambeaux, âgés de 8 ans tout au plus. Leurs visages sales ne parvenaient pas à dissimuler la peur dans leurs yeux quand ils virent Charles s'approcher, vêtu de son impeccable costume sombre. « Vous allez bien ?» demanda-t-il en s'accroupissant à leur hauteur. Les jumeaux se regardèrent, communiquant en silence comme seuls les frères savent le faire. Celui qui se trouvait le plus près, avec une éraflure fraîche sur la joue, fut le premier à parler. « On a faim » murmura-t-il, tandis que son frère hochait la tête, presque imperceptiblement. Charles les observa attentivement. Leurs vêtements usés et sales, leurs chaussures déchirées, et cette expression de détresse qu'aucun enfant ne devrait jamais porter, lui serrèrent la gorge. Dans leurs yeux, il reconnut la même vulnérabilité qu'il voyait chaque matin dans le regard de sa mère, un besoin désespéré d'aide. Il resta un moment figé, pesant la situation. La décision la plus raisonnable aurait été de contacter les services sociaux. Mais quelque chose dans leur regard, ce mélange de peur et de fragilité, le bouleversa profondément. Il décida, avec prudence, de d'abord les emmener en lieu sûr, puis d'envisager la suite. « Venez avec moi » dit-il doucement en leur tendant les mains. « On va vous trouver à manger. » Les jumeaux échangèrent un nouveau regard, évaluant la situation avec une maturité bien au-delà de leur âge. Finalement, celui qui avait parlé fit un pas en avant, suivi aussitôt par son frère, comme si un fil invisible les reliait l'un à l'autre. Tandis qu'il les guidait vers sa voiture, Charles était loin de se douter que cette rencontre fortuite dans un parking sombre allait bouleverser le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. L'écho de ses pas, mêlé à celui des enfants, résonnait sur le béton comme un prélude au destin qui commençait à s'écrire dans les ombres de ce soir d'octobre. La Mercedes noire de Charles s'arrêta devant une maison coloniale restaurée, située dans l'un des quartiers les plus paisibles de la ville. Depuis la banquette arrière, les jumeaux observaient avec émerveillement la façade illuminée par de vieux réverbères. Durant le trajet, Charles avait réussi à obtenir leurs prénoms Michel et Gabriel bien qu'ils ne sachent toujours pas qui était qui. « Attendez ici un moment » indiqua Charles en descendant de la voiture. Il devait préparer sa mère à ces visites inattendues. Léa, malgré sa maladie, conservait une lucidité admirable. Ses récentes visites chez le médecin, combinées à un traitement expérimental, commençaient toutefois à montrer des signes encourageants. Bien qu'elle restât fragile, son énergie semblait renouvelée, en partie grâce à la présence des jumeaux. En entrant, Charles croisa l'infirmière du soir qui rassemblait ses affaires. « Madame Léa a passé une bonne journée » l'informa-t-elle en partant. « Elle a même mangé tout son dîner. » Charles retrouva sa mère dans le salon principal, allongée dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre.
Malgré la pâleur de son visage, ses yeux conservaient cette lueur singulière qui avait toujours été sa marque. « Maman ?» commença Charles en s'asseyant près d'elle. « Il faut que je te dise quelque chose. » Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit survenant de la voiture attira son attention. Il se pencha par la fenêtre et vit que les jumeaux étaient sortis du véhicule et observaient à présent le jardin avec curiosité. « Qui sont ces enfants, mon fils ?» demanda Léa en se redressant légèrement. Charles prit une profonde inspiration. « Je les ai trouvés sur le parking de l'entreprise. Ils sont seuls et affamés. Je n'ai pas pu les laisser là. » À sa grande surprise, le visage de Léa s'éclaira d'un sourire. « Fais-les entrer, » dit-elle sans hésitation. « Ils doivent être transis de froid. » Quelques minutes plus tard, les jumeaux étaient assis dans la cuisine, devant des assiettes fumantes de soupe et de pain tout juste réchauffés. Ils mangeaient avec un mélange de voracité et de timidité, tandis que Léa les observait depuis son fauteuil, que Charles avait déplacé près de l'entrée de la cuisine. « Ils sont identiques, » murmura Léa avec fascination. « Comme deux gouttes d'eau. » Gabriel ou peut-être Michel leva les yeux de son assiette. « Notre maman disait la même chose, » dit-il doucement, avant de se replonger dans son dîner. C'était la première allusion qu'il faisait à leur famille, et Charles échangea un regard chargé de sens avec sa mère. Il y avait tant de questions à poser, mais ils savaient tous deux que ce n'était pas le moment. « Ils peuvent rester cette nuit, » décida Léa avec ce ton que Charles connaissait si bien, celui qui ne souffrait aucune objection. « La chambre d'amis est propre, et je crois qu'il nous reste encore quelques-uns de tes vieux vêtements, mon fils. » Alors que les enfants terminaient leur repas, Charles observait sa mère, plus vive qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle donnait des instructions sur les draps propres et les pyjamas, animée par une énergie nouvelle. La présence inattendue des jumeaux semblait avoir réveillé quelque chose qui sommeillait depuis longtemps dans cette maison. Après s'être assuré que les garçons étaient installés confortablement dans la chambre d'amis, Charles se laissa tomber sur le canapé du salon. Il était presque 10 heures, et la fatigue commençait à le gagner. Il alluma la télévision, baissant le volume pour ne réveiller personne, à la recherche d'un moment d'évasion avant d'aller se coucher. Le journal du soir touchait à sa fin et le présentateur annonçait une mise à jour sur une affaire qui avait bouleversé la ville quelques mois plus tôt. Charles s'apprêtait à changer de chaîne lorsque l'image à l'écran le figea. Deux visages, identiques à ceux des enfants qui dormaient à l'étage, y apparaissaient. « La recherche des frères Morel se poursuit », annonça la journaliste. Les jumeaux ont disparu il y a 3 semaines de l'hôpital où leur mère, Émilie Morel. Elle est restée dans le coma depuis le tragique accident qui a coûté la vie à son mari. La télécommande a glissé des mains de Charles, et les images montraient le lieu de l'accident, une voiture complètement détruite sur une route de campagne. La voix de la reporter continuait. La police suspecte que les enfants, effrayés et confus, se sont échappés de la prise en charge temporaire assignée par les services sociaux. Charles porta ses mains à sa tête, digérant l'information. Les enfants n'étaient pas simplement des enfants des rues, ce étaient des orphelins de père, avec une mère dans le coma. Fugitifs d'un système qu'ils n'avaient pas pu comprendre. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» La voix douce de Léa le fit sursauter. Sa mère était entrée silencieusement dans la pièce, appuyée sur son déambulateur. « Quoi ?» demanda-t-il. Il y avait quelque chose de plus dans leur histoire. Ces enfants ont trop de douleur dans les yeux pour être simplement pauvres. Charles acquiesça lentement. Maman est vivante. Elle est dans le coma dans un hôpital de la ville. Léa s'assit à côté de son fils, avec cette difficulté qui lui causait de la douleur, mais qu'elle refusait de montrer. Alors, tu sais ce qu'on doit faire. Ce n'est pas si simple, commença Charles, mais sa mère l'interrompit d'un geste. C'est exactement aussi simple, mon fils. Ces enfants ont besoin de voir leur mère, et elle a besoin de ses enfants. Parfois, l'amour est le meilleur des médicaments. Charles regarda sa mère, se rappelant toutes les nuits passées à son chevet à l'hôpital, toutes les fois où sa présence avait été plus efficace que n'importe quel médicament. Il savait qu'elle avait raison. Demain, je vais découvrir dans quel hôpital elle est, décida-t-il finalement.
Mais d'abord, je dois parler aux enfants. Je dois qu'ils me fassent suffisamment confiance pour me dire toute la vérité. Léa sourit, ce sourire qui avait toujours eu le pouvoir d'illuminer même les journées les plus sombres de Charles. Ils le feront, assura-t-elle. Ils ont déjà commencé à le faire. Tu ne t'en rends pas compte? Ils t'ont choisi, toi, parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu rencontrer dans ce parking. Le journal télévisé laissa place à un autre programme, mais Charles n'y prêta plus attention. Son esprit était occupé à planifier le lendemain, pensant à la manière d'aborder les jumeaux, comment gagner leur confiance entièrement. À l'étage, Michel et Gabriel dormaient, inconscients du fait que leur destin allait bientôt prendre un tournant inattendu. Le lendemain matin, Charles trouva les jumeaux dans la cuisine, prenant le petit déjeuner avec Léa. Sa mère, plus animée que depuis des semaines, leur racontait des histoires de l'enfance de Charles, leur arrachant des rires timides mais sincères. Michel, Gabriel, appela Charles en s'asseyant devant eux. Il faut qu'on parle. Les enfants échangèrent un regard, et la joie sur leur visage se dissipa instantanément. Vous allez nous rendre, demanda l'un d'eux, probablement Michel, d'une voix tremblante. Charles ne répondit pas, fermement, mais la nouvelle de leur mère, Émilie, a été montrée à la télévision hier soir. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Gabriel baissa les yeux vers son bol de céréales, tandis que Michel serrait les poings sous la table. Les services sociaux ne nous permettaient pas de la voir, murmura Gabriel. Il disait que c'était mieux d'attendre, qu'on les perturberait. Michel continua, ils nous ont mis dans des foyers différents, on ne pouvait pas être séparés. Léa étendit sa main sur la table et prit celle de Gabriel. Personne ne vous séparera ici, assura-t-elle, d'une voix douce mais ferme que Charles connaissait bien. Vous voulez voir votre mère, demanda Charles directement. Les deux enfants levèrent la tête d'un coup, les yeux brillants de larmes contenues. On peut? L'espoir dans la voix de Michel était presque palpable. Charles acquiesça. J'ai découvert qu'elle est à l'hôpital central. On peut y aller cet après-midi, après que j'ai réglé quelques affaires au bureau. Mais la police, commença Gabriel. Je m'occupe de tout, coupa Charles. Il suffit que vous ayez confiance en moi. Vous pouvez faire ça? Les jumeaux se regardèrent pendant un long moment, se communiquant dans ce langage silencieux qu'ils semblaient partager. Finalement, ils acquiescèrent. Bien, sourit Charles. Maintenant, terminez votre petit déjeuner, après on va vous acheter des vêtements neufs. Tandis que les enfants retournaient à leurs céréales, maintenant avec un nouvel enthousiasme, Charles sentit la main de sa mère sur son bras. En la regardant, il vit dans ses yeux cette fierté maternelle qui avait toujours été sa plus grande récompense. Je vais avoir besoin que l'infirmière reste un peu avec toi, murmura Léa. Mais aujourd'hui, maman murmura, ne t'inquiète pas pour moi. Fais ce que tu as à faire, répondit Léa. Ces enfants ont besoin de leur mère et leur mère a besoin d'eux. Charles passa la matinée à passer des appels depuis son bureau, exerçant son influence, veillant à ce que sa visite à l'hôpital ne rencontre aucun obstacle. En tant qu'homme d'affaires reconnu de la ville, ses connexions lui ouvrirent des portes qui, autrement, seraient restées fermées. L'après-midi, tandis qu'il conduisait vers l'hôpital avec les jumeaux à l'arrière, vêtus de nouveaux vêtements et les visages fraîchement lavés, Charles priait silencieusement pour que cette décision soit la bonne. Dans le rétroviseur, il pouvait voir le mélange d'anxiété et d'espoir sur leurs visages identiques, et il savait qu'indépendamment des conséquences, il n'aurait pas pu choisir un autre chemin. Le silence du couloir de l'hôpital n'était interrompu que par le doux bip des machines et le murmure lointain des infirmières. Charles, une main sur l'épaule de chaque jumeau, s'arrêta devant la chambre 307. À travers la petite fenêtre de la porte, il pouvait voir la silhouette immobile d'Émilie Morel, connectée à plusieurs moniteurs. « Vous êtes prêts ?» murmura Charles. Les enfants acquiescèrent simultanément. Bien qu'il ressentît un léger tremblement dans leurs épaules, la docteure Gord, qui avait accepté de permettre la visite après les démarches de Charles, les attendait près du lit. « Vous pouvez vous approcher » indiqua-t-elle doucement. « Parlez-lui. Les patients dans le coma peuvent souvent entendre. »
Michel fut le premier à s'avancer, suivi instantanément par Gabriel. Ils s'approchèrent du lit avec des pas prudents, comme s'ils craignaient qu'un mouvement brusque puisse briser la quiétude du moment. « Maman » murmura Michel, sa voix à peine audible. « C'est nous, tu nous manques » ajouta Gabriel, prenant délicatement la main de leur mère. Charles observait depuis la porte, retenant son souffle. Émilie restait immobile, son visage serein encadré de câbles et de tubes. C'était une jeune femme, remarqua-t-il, et malgré son état, il pouvait voir la ressemblance avec ses enfants. « Tu te souviens quand tu nous chantais avant de dormir » continua Michel, sa voix gagnant en confiance. La chanson du petit bateau. Et alors, à la surprise de tous, ils commencèrent à chanter doucement, leur voix d'enfant se mêlant en une mélodie simple et douce. C'était une berceuse traditionnelle, l'une de celles qui se transmettent de génération en génération. Michel et Gabriel continuèrent de chanter, la voix tremblante, se remémorant les moments heureux passés avec leur mère. À mesure que leur voix emplissait la chambre, les doigts d'Émilie, que Gabriel tenait, bougèrent légèrement. Le moniteur cardiaque montra un léger changement de rythme, subtil mais indéniable. La docteure Gord observait attentivement, notant chaque réaction, consciente que ce n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Elle se rapprocha rapidement, vérifiant les signes vitaux. « Continuez », encouragea-t-elle les enfants. « Continuez à lui parler. » « Maman, Charles nous a protégés », dit Gabriel en serrant doucement la main de sa mère. « Lui et maman Léa nous ont donné un endroit pour dormir, de la nourriture chaude, et nous ont acheté des vêtements neufs, » ajouta Michel, touchant sa chemise propre. « Mais tu nous manques tellement. » Le moniteur cardiaque continuait de montrer des variations. Les paupières d'Émilie tremblèrent et un son faible, presque imperceptible, s'échappa de ses lèvres. « Elle répond » s'écria la docteure en appelant immédiatement une infirmière. « C'est extraordinaire. » Charles s'approcha des jumeaux, plaçant ses mains protectrices sur leurs épaules. Les enfants tremblaient, mais ce n'était pas de la peur cette fois, mais de l'émotion contenue. « Michel, Gabriel ?» Le murmure fut faible, entrecoupé, mais incontestable. Les larmes coulaient librement sur les visages des jumeaux tandis que la chambre se remplissait de personnel médical. La docteure Gord, avec un sourire ému, leur indiqua qu'ils devaient attendre dehors pendant que les évaluations nécessaires étaient effectuées. Dans le couloir, Charles serra les enfants contre lui, les entendant pleurer contre sa poitrine. À travers la fenêtre de la chambre, il pouvait voir le mouvement frénétique de l'équipe médicale, mais ce qu'il enregistrait vraiment, c'était le miracle qu'il venait de vivre, la puissance de l'amour de deux enfants ramenant leur mère à la vie. Les jours suivants devinrent une routine. Charles a soigneusement réorganisé ses horaires de travail pour pouvoir emmener les jumeaux à l'hôpital chaque après-midi. L'amélioration d'Émilie, bien que lente, était constante, et chaque petit progrès était célébré comme une victoire. « Comment va ta maman » demanda Émilie un après-midi, sa voix encore faible mais de plus en plus claire. Les jumeaux jouaient dans le couloir sous la surveillance d'une infirmière, permettant à Charles et Émilie un moment de conversation privée. « Elle va bien » répondit Charles, surpris par la question. Les enfants lui ont donné une nouvelle énergie. Je pense que m'occuper de lui a donné un but supplémentaire. Émilie tenta de se redresser un peu, et Charles se hâta de lui ajuster ses oreillers. « Je ne pourrai jamais te remercier assez » murmura-t-elle. « Pas seulement pour prendre soin de mes enfants, mais pour les avoir amenés ici. Les médecins disent que c'est ta présence qui m'a aidé à me réveiller. »« Tu n'as rien à me remercier, » répondit Charles, se souvenant de la solitude dans les yeux des jumeaux cette nuit-là, dans le parking. « Eux aussi nous ont aidés. » À travers la fenêtre de la chambre, il pouvait voir Michel et Gabriel rire en partageant un jeu de société avec une autre petite patiente. Les voir ainsi, se comportant comme des enfants normaux de leur âge, rendait tous les efforts valables. La voix d'Émilie devint sérieuse. « Que va-t-il se passer quand je serai sorti d'hôpital ? » Les services sociaux. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » l'interrompit-il doucement. « J'ai de bons avocats qui travaillent sur l'affaire. Les jumeaux ne retourneront pas dans le système, je te le promets.
Les larmes brillèrent dans les yeux d'Émilie. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ça? Nous ne nous connaissions pas, tu n'avais aucune obligation. Charles garda le silence un moment, observant les enfants à travers la fenêtre. Tu sais, chaque matin, quand j'arrive au bureau, je vois des gens qui prennent des décisions basées sur des chiffres et des bénéfices. Mais cette nuit-là, dans le parking, la décision n'était pas une question de chiffres, c'était une question de faire ce qui était juste. La porte s'ouvrit et les jumeaux entrèrent en courant, interrompant la conversation. « Maman, maman !» s'écria Gabriel. La dame avec le chariot de jeu nous a prêté un nouveau puzzle et elle dit qu'on peut le finir ici avec toi, ajouta Michel en montrant la boîte colorée. Émilie sourit, cette sourire qui devenait chaque jour plus fort. Charles va nous accompagner, demanda-t-elle, le regardant avec un mélange de gratitude et quelque chose d'autre, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Bien sûr, répondit-il en rapprochant les chaises du lit. Mais je vous préviens, je suis terrible avec les puzzles. Tandis qu'ils se concentraient tous sur les pièces éparpillées sur la table de l'hôpital, Charles ne put s'empêcher de penser à la façon dont la vie était parfois comme un puzzle, des pièces apparemment sans lien qui finissaient par s'emboîter parfaitement. Le docteur Gord examina les derniers résultats avec un sourire de satisfaction. Après 3 semaines de soins intensifs, Émilie avait fait des progrès bien au-delà de toutes les attentes médicales. C'est presque comme si ton corps avait attendu le moment précis pour se réveiller, commenta la doctoresse en vérifiant les réflexes d'Émilie. Les niveaux de réponse neurologique sont extraordinaires, compte tenu du temps que tu as passé dans le coma. Émilie, désormais capable de s'asseoir sans aide, tourna son regard vers la fenêtre, où elle pouvait voir Charles marcher dans le jardin de l'hôpital avec les jumeaux. Il a une raison très puissante de revenir, répondit-elle doucement. La séance de physiothérapie de cet après-midi-là fut particulièrement difficile. Avec l'aide de 2 thérapeutes, Émilie fit ses premiers pas depuis l'accident. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais sa détermination était inébranlable. « Regarde maman, elle marche !» s'écria Michel, la joie dans sa voix résonnant dans la salle de thérapie. Les jumeaux étaient arrivés avec Charles juste à temps pour assister à ce moment. « Tu vas très bien, maman ?» dit Gabriel, tandis que les 2 enfants observaient depuis la porte, gentiment retenus par Charles pour ne pas interrompre l'exercice. Les thérapeutes échangèrent un regard de préoccupation, mais le docteur Gord, observant depuis un coin, hocha la tête d'approbation. Avec une infinie précaution, ils guidèrent Émilie sur les derniers mètres jusqu'à l'endroit où les jumeaux les attendaient. Charles observa, le cœur serré, comment Émilie s'agenouillait avec difficulté, soutenue par les thérapeutes, pour étreindre ses enfants. Les 3 se fondirent dans une étreinte qui semblait contenir toutes les peurs, les espoirs et l'amour accumulés durant les mois de séparation. « Mes petits courageux », murmura Émilie entre 2 larmes. « On a réussi. » Cette nuit-là, alors que les jumeaux dormaient dans les fauteuils près du lit d'Émilie, Charles partageait un café avec elle dans le silence de la chambre d'hôpital. Le docteur Gord dit que je pourrais rentrer chez moi dans une semaine, commenta Émilie, sa voix mêlant espoir et inquiétude. Bien que j'aurais encore besoin d'eux. Charles avait soigneusement réorganisé ses horaires de travail pour pouvoir emmener les jumeaux à l'hôpital chaque après-midi. L'amélioration d'Émilie, bien que lente, était constante, et chaque petit progrès était célébré comme une victoire. « Comment va ta mère ?» demanda Émilie un après-midi, sa voix encore faible mais de plus en plus claire. Les jumeaux jouaient dans le couloir sous la supervision d'une infirmière, permettant à Charles et Émilie un moment de conversation privée. « Elle va bien ?» répondit Charles, surpris par la question. Les enfants lui ont donné une nouvelle énergie. Je crois qu'en prendre soin lui a donné un but supplémentaire. Émilie essaya de se redresser un peu, et Charles se précipita pour ajuster ses oreillers. « Je ne pourrai jamais te remercier assez, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour prendre soin de mes enfants, mais aussi pour les avoir amenés ici. Les médecins disent que c'est ta présence qui m'a aidé à me réveiller. » « Tu n'as rien à me remercier, » répondit Charles en se souvenant de la solitude dans les yeux des jumeaux cette nuit-là dans le parking. « Ils nous ont aussi aidés. » À travers la fenêtre de la chambre, il pouvait voir Michel et Gabriel rire en jouant à un jeu de société avec une autre petite patiente.
Les voir ainsi, se comportant comme des enfants normaux de leur âge, rendait tous les efforts dignes d'être faits. La voix d'Émilie devint plus sérieuse. Que se passera-t-il quand je serai sortie de l'hôpital? Les services sociaux. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, l'interrompit-il doucement. J'ai de bons avocats qui travaillent sur le dossier. Les jumeaux ne retourneront pas dans le système, je te le promets. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Émilie. Pourquoi fais-tu tout cela? Nous ne nous connaissions pas, tu n'avais aucune obligation. Charles garda le silence un moment, observant les enfants à travers la fenêtre. Tu sais, chaque matin, quand j'arrive au bureau, je vois des gens prendre des décisions basées sur des chiffres et des bénéfices. Mais cette nuit-là dans le parking, la décision n'était pas sur des chiffres, elle était sur ce qui était juste. La porte s'ouvrit et les jumeaux entrèrent en courant, interrompant la conversation. « Maman, maman » s'écria Gabriel. La dame du chariot de jeu nous a prêté un nouveau puzzle et elle dit qu'on peut le finir ici, avec toi. Regarde, maman, ajouta Michel en montrant la boîte colorée. Émilie sourit, un sourire qui devenait chaque jour un peu plus fort. Charles nous accompagnera, demanda-t-elle, le regard rempli de gratitude et d'autre chose, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Bien sûr, répondit-il en rapprochant les chaises du lit. Mais je vous préviens, je suis nul avec les puzzles. Tandis qu'ils se concentraient tous les quatre sur les pièces étalées sur la table de l'hôpital, Charles ne put s'empêcher de penser à la manière dont la vie était parfois comme un puzzle, des pièces apparemment sans lien qui, d'une manière ou d'une autre, finissaient par s'emboîter parfaitement. Le docteur Gord examina les derniers résultats avec un sourire de satisfaction. Après 3 semaines de soins intensifs, Émilie avait progressé au-delà de toutes les attentes médicales. C'est presque comme si ton corps avait attendu le moment exact pour se réveiller, commenta la docteure en vérifiant les réflexes d'Émilie. Les niveaux de réponse neurologique sont extraordinaires, vu le temps que tu as passé dans le coma. Émilie, désormais capable de s'asseoir sans aide, tourna son regard vers la fenêtre, où elle pouvait voir Charles marcher dans le jardin de l'hôpital avec les jumeaux. « Il y a une raison très puissante pour que je revienne, » répondit-elle doucement. La séance de physiothérapie de cet après-midi-là fut particulièrement difficile. Avec l'aide de 2 thérapeutes, Émilie fit ses premiers pas depuis l'accident. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais sa détermination était inébranlable. « Regarde, maman, elle marche » s'écria Michel, l'émotion résonnant dans la salle de thérapie. Les jumeaux étaient arrivés avec Charles juste à temps pour être témoins de ce moment. « Tu vas très bien, maman » dit Gabriel pendant que les 2 enfants regardaient depuis la porte, retenus gentiment par Charles pour ne pas interrompre l'exercice. Les thérapeutes échangèrent un regard inquiet, mais le docteur Gord, qui observait depuis un coin de la pièce, acquiesça en signe d'approbation. Avec un soin infini, ils guidèrent Émilie sur les derniers mètres jusqu'à l'endroit où les jumeaux l'attendaient. Charles observa, le cœur serré, alors qu'Émilie s'agenouillait avec difficulté, aidée par les thérapeutes, pour étreindre ses enfants. Les 3 se fondirent dans un câlin qui semblait contenir toutes les peurs, les espoirs et l'amour accumulés pendant les mois de séparation. « Mes petits courageux » murmura Émilie entre les larmes. On y est arrivé. Cette nuit-là, tandis que les jumeaux dormaient dans les fauteuils près du lit d'Émilie, Charles partageait un café avec elle dans le calme de la chambre d'hôpital. Le docteur Gord dit que je pourrais rentrer chez moi dans une semaine, commenta Émilie, sa voix mêlée d'espoir et d'inquiétude. Bien que j'ai encore besoin. Thérapie ambulatoire. Charles acquiesça en se rappelant la conversation qu'il avait eue ce matin avec ses avocats. Tout est arrangé, ma maison a suffisamment d'espace et Léa sera ravie d'avoir plus de compagnie pendant que tu termines ta convalescence. Charles. Émilie commença à protester, mais il leva la main pour l'arrêter. Ce n'est pas une imposition, Émilie, c'est ce que les familles font. Le mot famille flotta entre eux, lourd de sens. Émilie regarda ses enfants endormis, puis tourna son regard vers Charles, laissant un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Tu sais, avant l'accident, je pensais toujours être assez forte pour tout faire seule, avoua-t-elle. Maintenant,
Je comprends que la véritable force réside dans le fait de savoir quand accepter de l'aide. La maison de Charles prit une nouvelle vie avec l'arrivée d'Émilie. La chambre d'amis, maintenant aménagée pour sa rééducation, devint un espace lumineux où les jumeaux passaient leurs après-midi à faire leurs devoirs sous la surveillance de leur mère, pendant qu'elle poursuivait ses exercices de réhabilitation. Léa, en particulier, semblait rajeunir avec la présence d'Émilie. Les deux femmes développèrent rapidement une connexion spéciale, partageant de longues conversations dans le jardin tout en observant les enfants jouer. Je n'ai jamais vu Charles aussi apaisé, commenta Léa un après-midi, alors qu'Émilie l'aidait à s'installer dans son fauteuil préféré. Il a toujours été un bon fils, mais depuis que vous êtes là, il y a une lumière différente dans ses yeux. Émilie rougit légèrement, ajustant la couverture sur les jambes de Léa. Nous vous devons tellement, parfois je me demande comment je pourrai jamais compenser tout ce que vous avez fait pour nous. L'amour n'a pas besoin de compensation, ma chère, répondit Léa, prenant la main d'Émilie. Bien que sa voix se brisât en raison d'une toux soudaine qui la secoua, Émilie réagit rapidement, attrapant le verre d'eau et les médicaments de Léa tout en l'aidant. Elle remarqua les marques d'inquiétude sur le visage de la vieille femme, si semblable à celle qu'elle avait vue chez Charles ces derniers jours. « Depuis combien de temps êtes-vous malade » demanda Émilie doucement, une fois que Léa se fut remise. « Trop longtemps » soupira Léa. « Les médecins ont essayé plusieurs traitements, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens, son regard se perdant dans le jardin où les jumeaux jouaient. Émilie observa la femme qui était devenue une seconde mère pour ses enfants, celle qui les avait accueillis sans hésiter quand ils en avaient le plus besoin. Une décision se forma dans son esprit. « Léa, dit-elle avec détermination, me permettriez-vous de parler à vos médecins ? Peut-être pourrions-nous chercher d'autres avis, d'autres traitements. » Les meilleurs spécialistes l'ont déjà vu, intervint Charles, qui était entré silencieusement dans le jardin. Le problème n'est pas de trouver le traitement adéquat, mais le coût. Émilie comprit soudainement, les factures de l'hôpital, les médicaments spécialisés, les infirmières, tout cela s'ajoutant aux frais pour maintenir l'entreprise à flot. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit Léa en essayant de sourire. J'ai vécu une belle vie. Non, répondit Émilie fermement, vous ne vous êtes pas rendu avec nous quand nous en avions le plus besoin, nous ne nous rendrons pas avec vous maintenant. Charles observa Émilie avec une combinaison de surprise et d'admiration dans les yeux. Il y vit la même détermination qui l'avait aidé à se remettre, la même force qui l'avait poussé à se battre pour ses enfants. Il doit y avoir un moyen, insista Émilie, son esprit déjà en train de travailler sur des possibilités. Et nous le trouverons ensemble. Émilie était en train d'organiser les documents que les avocats de Charles avaient récupérés dans son ancienne maison lorsqu'elle trouva l'enveloppe. C'était un document froissé de la compagnie d'assurance, daté de 2 semaines avant l'accident. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. « Charles » appela-t-elle, sa voix se brisant à ce moment-là. Émotion. Charles, qui était en train d'aider les jumeaux avec leurs devoirs dans la salle à manger, se précipita aussitôt. « Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? » Regarde, dit Émilie en tendant le document. Romain, mon mari, avait mis à jour sa police d'assurance vie juste avant l'accident. Il ne me l'a jamais dit. Charles prit les papiers et commença à les lire, ses yeux s'écarquillant de surprise à mesure qu'il traitait les chiffres. Émilie, c'est une somme considérable. Plus que considérable, murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Romain a toujours été comme ça, pensant à nous avant de penser à lui-même. Il a dû pressentir quelque chose. Michel et Gabriel, attirés par l'agitation, se penchèrent à la porte du bureau. « Maman » demanda Gabriel avec inquiétude, « tu es triste ?» Émilie ouvrit ses bras et les jumeaux se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. « Non, mes chéris, ce sont des larmes de gratitude. Votre père nous a laissé un cadeau très spécial avec ça. » Charles, toujours en train de consulter les documents, dit. « Avec ça, tu pourrais acheter une nouvelle maison, garantir l'éducation des enfants et payer le traitement de Léa. » Émilie l'interrompit fermement. « Charles, tu te trompes. Ce n'est pas une offre. » Charles leva les yeux, surpris. « Ce n'est pas une offre,
répondit-elle avec un sourire déterminé. C'est une décision. Romain nous a protégés. Maintenant, il est temps pour nous de protéger ceux qui nous ont aidés. Les jumeaux, bien qu'ils ne comprenaient pas totalement la situation, ressentaient l'importance du moment. Grand-mère Léa va aller mieux, demanda Michel, plein d'espoir. On va faire tout ce qu'on peut, promit Émilie en serrant ses enfants encore plus fort. C'est ça, la famille. Charles s'assit à côté d'eux, submergé par l'émotion. Émilie, ne fais même pas ça, dit-il. Elle sourit en prenant sa main. Tu as déjà fait tant pour nous. Laisse-nous faire cela pour toi, pour Léa. À cet instant, l'infirmière de Léa apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Charles, votre mère demande à vous voir. Elle dit qu'elle a faim et qu'elle souhaite dîner en famille. Les quatre échangèrent des regards complices et sourires. Allons-y, dit Émilie en se levant avec l'aide de Charles. Nous avons de bonnes nouvelles à partager. En se dirigeant vers la salle à manger, Émilie serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle savait qu'en elle ne se trouvait pas seulement la dernière preuve d'amour de Romain, mais aussi l'opportunité de rendre une partie de la bonté qu'ils avaient reçue. Parfois, pensait-elle, les bénédictions arrivent de la manière la plus inattendue, comme un ange gardien qui continue à veiller sur sa famille même après son départ. L'hôpital privé se dressait majestueusement devant eux, ses installations modernes brillantes sous le soleil du matin. Léa, assise dans son fauteuil roulant, serrait la main d'Émilie tandis qu'elles attendaient les résultats des derniers tests. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons ici, » murmura Léa en observant l'aller-retour des médecins spécialistes. « Je n'aurais jamais cru avoir cette chance. » Émilie sourit en se souvenant de la tête du cancérologue quand il lui avait présenté le cas de Léa. Le nouveau traitement expérimental, bien qu'onéreux, avait montré des résultats prometteurs dans des cas similaires. L'indemnisation de l'assurance de Romain était arrivée juste à temps. Les résultats sont encourageants, annonça le docteur Mendoza, un médecin expérimenté ayant travaillé sur des cas similaires pendant des années, en entrant dans la pièce. Elle entra avec une pile de dossiers d'examen. La réponse au traitement initial dépasse nos attentes, dit-elle, affichant un sourire chaleureux qui contrastait avec son expression professionnelle habituelle. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais je suis optimiste. Charles, qui se tenait près de la fenêtre, s'approcha rapidement. Cela signifie-t-il que nous pouvons passer à la phase suivante du traitement, confirma le médecin. Les cellules répondent positivement à la thérapie. Léa porta une main à sa bouche pour contenir un sanglot. Émilie la serra doucement dans ses bras tandis que Charles s'agenouillait devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. « Où sont mes petits-enfants » demanda Léa, tentant de prolonger ce moment émotionnel. « J'ai besoin de leur câlin de bonne chance avant de commencer, dans la salle de jeu de l'hôpital, » répondit Émilie. « Je leur ai promis qu'ils pourraient venir te voir après la consultation. » Le docteur Mendoza sourit, déjà familier de la dynamique familiale. « Les enfants sont une excellente médecine, » commenta-t-il. Le soutien familial est crucial dans ce type de traitement. Tandis que le médecin expliquait les détails de la procédure suivante, Émilie observait Charles et Léa. Elle se souvint des nuits où elle-même était à l'hôpital, lorsque ses enfants et Charles ne l'avaient jamais abandonnée. Aujourd'hui, c'était à son tour de rendre cet amour et cette dévotion. « Maman !» Les voix de Michel et Gabriel résonnèrent depuis la porte. Le docteur Mendoza leur fit signe d'entrer. « Mes petits médecins !» s'exclama Léa, son visage s'illuminant. « Nous avons dessiné toute la famille », ajouta Gabriel, en montrant les figures sur son papier. Léa examina les dessins, les yeux pleins de larmes. Sur ceux-ci, tout le monde était réuni, elle, Charles, Émilie et les jumeaux, tous unis par la main sous un soleil brillant. « C'est parfait », murmura-t-elle, serrant les enfants dans ses bras. « Comme notre famille. » Émilie et Charles échangèrent un regard chargé d'émotion. Au milieu de l'unité, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une famille qui s'était choisie mutuellement, qui se soutenait sans condition. « Bon », dit le docteur Mendoza en fermant son dossier. « Nous commençons. » Le bureau de Charles avait subtilement changé ces derniers mois.
Aux côtés des austères documents d'entreprise reposaient maintenant des dessins colorés des jumeaux et une photo de famille prise dans le jardin lors du dernier anniversaire de Léa. « Tu as un moment ?» La voix d'Émilie le surprit en plein milieu de la révision de contrat. Elle se tenait à la porte, tenant un dossier. « Bien sûr, entre », répondit Charles, remarquant qu'Émilie se déplaçait avec plus d'assurance chaque jour. Sa rééducation avait été un succès complet. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, en s'asseyant devant son bureau. « Avant l'accident, je travaillais dans la gestion de projets sociaux et j'ai vu que votre entreprise avait une fondation, mais elle n'était pas très active. » Charles acquiesça, se souvenant du projet qu'il avait lancé il y a des années, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de développer complètement. « J'aimerais aider, » continua Émilie. « Je pourrais coordonner des programmes de soutien pour les familles dans des situations similaires à la nôtre. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'une opportunité. » Émilie s'interrompit, Charles sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de travailler, l'argent n'est pas la question, » répondit-elle fermement. « C'est pour rendre quelque chose de ce que nous avons reçu. En plus, » ajouta-t-elle en souriant, « je deviens folle à la maison maintenant que les enfants sont à l'école et que Léa va mieux. » Charles la regarda attentivement. Le temps avait transformé la femme fragile de l'hôpital en une personne forte et déterminée. Sa présence n'apportait pas seulement de la joie dans leur maison, mais aussi une nouvelle perspective dans sa vie. « La fondation est la tienne », décida-t-il. « Tu auras toute la liberté de développer les programmes que tu jugeras nécessaires. » Les yeux d'Émilie brillèrent d'émotion. « Vraiment ? J'ai tellement d'idées. On pourrait commencer par un programme de soutien pour les mères célibataires, et peut-être. » Elle s'arrêta en voyant que Charles souriait. « J'adore te voir comme ça, » admit-il. Si enthousiaste, pleine de projets. Un léger rougeur couvrit les joues d'Émilie. Le silence qui suivit était lourd de mots non dits, de sentiments qui s'étaient naturellement développés entre eux. Charles murmura, puis elle répondit enfin. « Parfois, je me demande si Romain n'avait pas tout prévu, d'une manière ou d'une autre, comme s'il savait que nous aurions besoin d'aide et que tu serais là. »« Tu crois au destin ?» demanda-t-il, se levant pour s'asseoir sur le bord de son bureau, plus près d'elle. « Je crois en les gens qui choisissent de faire ce qui est juste, » répondit Émilie, d'une voix douce mais sûre. « Comme toi, cette nuit-là dans le parking. » Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, ils savaient tous deux que leur vie avait changé irrévocablement, non seulement à cause des circonstances qui les avaient réunis, mais aussi à cause des choix qu'ils avaient faits en chemin. Le dîner en famille était devenu un rituel sacré. Ce soir-là, tandis que Léa aidait les jumeaux à mettre la table, Charles et Émilie préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, se déplaçant dans une danse silencieuse qui montrait la familiarité qu'ils avaient développée au fil du temps. « Tu te souviens de la première nuit où les enfants étaient ici ?» demanda Émilie en coupant des légumes. Ils étaient tellement effrayés. Charles sourit en remuant la sauce qu'il préparait. Et maintenant, ils dirigent presque la maison. Tout a tellement changé, réfléchit Émilie, sa voix douce. Parfois, je me demande si... Un cri de joie depuis la salle à manger interrompit ses pensées. Michel avait réussi à plier une serviette en forme de cygne, suivant les instructions de Léa. « Maman, Charles, venez voir. » appela Gabriel, tout excité. Lorsqu'ils se rendirent à la salle à manger, la scène qui les attendait les coupa le souffle. Léa, maintenant capable de se déplacer plus facilement grâce au traitement, avait appris aux enfants l'art de la décoration de table qu'elle aimait tant. « C'est magnifique, mon amour », complimenta Émilie en admirant le travail de son fils. Charles observa Émilie tandis qu'elle se penchait pour embrasser Michel. La lumière du coucher du soleil, qui entrait par la fenêtre, l'enveloppait d'un halo doré, et pendant un instant, il sentit son cœur s'arrêter. « On peut manger dans le jardin ?» proposa Gabriel. « Il fait une si belle soirée. »« C'est une excellente idée, » approuva Léa, échangeant un regard complice avec les enfants pendant qu'ils emmenaient le dîner dans le jardin. Charles remarqua que les jumeaux avaient accroché des petites lumières dans les buissons, créant une atmosphère magique. « Vous avez prévu ça ? »
murmura-t-il à leur mère quand les enfants ne pouvaient pas entendre. Léa sourit. Mystérieusement, peut-être que parfois les adultes ont besoin d'un petit coup de pouce de la part des plus jeunes. Le dîner s'est déroulé dans les rires et les conversations, le repas étant presque un prétexte pour être ensemble. Lorsque les enfants se sont précipités pour jouer dans le jardin après le dessert et que Léa s'est excusée pour se reposer bien que tout le monde savait qu'elle resterait à surveiller depuis la fenêtre, Charles et Amélie se sont retrouvés seuls sous les étoiles. « Amélie, commença Charles, sa voix légèrement tremblante. Ces derniers mois ont été. Je sais, l'interrompit-elle doucement, ses yeux brillant des lumières du jardin. Moi aussi je le ressens, ajouta-t-elle. Je ne veux pas te mettre la pression, continua-t-il, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et les enfants t'adorent. Amélie fit un pas vers lui. Et moi? Le silence qui suivit était plein de promesses et de possibilités. Charles tendit la main et toucha doucement la joue d'Amélie. Je ne tente pas de remplacer Romain, murmura-t-il. Je sais, répondit-elle, posant sa main sur la sienne. Et il voudrait que nous soyons heureux, nous tous. Les rires des jumeaux résonnaient dans le jardin tandis que Charles se penchait lentement vers Amélie. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, rempli de tendresse et de promesses d'un avenir partagé. La fondation avait pris vie sous la direction d'Amélie. L'ancien salon de conférence servait désormais de centre de soutien pour les familles en crise, et les rires des enfants remplissaient souvent les couloirs qui n'avaient connu que l'écho des conversations d'affaires. « Es-tu prête ?» demanda Charles en jetant un coup d'œil dans le bureau d'Amélie. C'était vendredi après-midi, et ils avaient un rendez-vous spécial avec les jumeaux. Amélie sourit en rangeant les derniers documents. « Penses-tu qu'ils soupçonnent quelque chose ?»« Pas du tout, répondit-elle. Léa les a complètement distraits avec son projet de cookies fait maison. Le trajet fut tranquille, Amélie tenant nerveusement un dossier sur ses genoux. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, l'arôme de vanille et de chocolat remplissait l'air, et les rires des enfants se mêlaient à la voix joyeuse de Léa. « Ils sont arrivés !» s'écria Miguel, le visage couvert de farine. « Juste à temps pour goûter nos chefs-d'œuvre » ajouta Gabriel, tenant fièrement un plateau de cookies. Avant les cookies, Charles interrompit. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Les jumeaux échangèrent des regards curieux tandis que tout le monde s'installait dans le salon. Léa prit son fauteuil préféré, souriant avec complicité. « Miguel, Gabriel, commença Amélie en ouvrant le dossier, Charles et moi avons beaucoup réfléchi à notre famille, à la manière dont nous avons grandi ensemble cette dernière année. Et nous voulions vous poser une question très importante. Vous allez vous marier ? Demanda Gabriel directement, provoquant des éclats de rire. Oui, ça aussi, admit Charles, mais il y a autre chose. Il sortit des documents du dossier. Ces papiers sont spéciaux. Si vous êtes d'accord, cela signifierait que nous serions légalement une famille. Je serai votre père, pas seulement le petit ami de votre maman. Les jumeaux regardaient les documents d'adoption, les yeux grands et curieux. Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa, demanda Miguel, sa voix petite mais pleine d'espoir. Seulement si vous le voulez, répondit Charles, la voix légèrement tremblante. Je ne tente pas de remplacer votre père. Il fera toujours partie de vous, et nous l'honorons toujours. Et mamie Léa restera toujours notre mamie, ajouta Gabriel. Bien sûr, mon amour, intervint Léa en tendant les bras vers les enfants. Les jumeaux se regardèrent un instant, se comprenant en silence, avant de se précipiter simultanément dans les bras de Charles. Oui, on veut bien, s'écrièrent-ils en chœur. Amélie observait la scène les larmes aux yeux, se rappelant cette nuit-là dans le parking qui avait changé leur vie à tout jamais. Mystérieuse amante, peut-être que parfois les adultes ont besoin d'un petit coup de pouce de la part des plus petits. Le dîner se déroula entre rire et conversation, le repas n'étant qu'un prétexte pour être ensemble. Lorsque les enfants coururent jouer dans le jardin après le dessert et que Léa s'excusa pour aller se reposer, tout le monde savait qu'elle resterait à les surveiller depuis la fenêtre. Charles et Émilie se retrouvèrent seuls sous les étoiles. « Émilie, commença Charles, sa voix légèrement tremblante, ces derniers mois ont été. » Je sais, l'interrompit-elle doucement,
ses yeux brillant des lumières du jardin. Je ne veux pas te presser, continua-t-il, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et les enfants t'adorent. Émilie s'approcha d'un pas, et le silence qui suivit était plein de promesses et de possibilités. Charles tendit la main et effleura doucement la joue d'Émilie. « Je ne cherche pas à remplacer Romain, murmura-t-il. « Je sais, répondit-elle en posant sa main sur la sienne, et il voudrait que nous soyons heureux, tous les trois. » Les rires des jumeaux résonnaient dans le jardin alors que Charles se penchait lentement vers Émilie. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, rempli de tendresse et de promesses d'un avenir partagé. La fondation avait pris vie sous la direction d'Émilie. L'ancien salon de conférence servait désormais de centre de soutien pour les familles en crise, et les rires des enfants remplissaient fréquemment les couloirs, autrefois seulement peuplés de l'écho de conversations d'affaires. « Tu es prête ?» demanda Charles en jetant un coup d'œil dans le bureau d'Émilie. C'était vendredi après-midi et ils avaient un rendez-vous spécial avec les jumeaux. Émilie sourit en rangeant les derniers documents. « Tu crois qu'ils suspectent quelque chose ?»« Pas du tout, » répondit-elle, Léa les a complètement distraits avec son projet de biscuits fait maison. Le voyage en voiture fut tranquille, Émilie tenant nerveusement un dossier sur ses genoux. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, l'arôme de vanille et de chocolat emplissait l'air, et les rires des enfants se mêlaient à la voix joyeuse de Léa. « Vous êtes arrivés ?» s'écria Michel, le visage couvert de farine. « Juste à temps pour goûter nos chefs-d'œuvre », ajouta Gabriel en portant fièrement un plateau de biscuits. « Avant les biscuits, » intervint Charles. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Les jumeaux échangèrent des regards curieux tandis que tout le monde s'installait dans le salon. Léa prit sa place habituelle, souriant avec complicité. « Michel, Gabriel » commença Émilie en ouvrant le dossier. « Charles et moi avons beaucoup réfléchi à notre famille, à la manière dont nous avons grandi ensemble cette dernière année, et nous voulions vous poser une question très importante. »« Vous allez vous marier ?» demanda Gabriel directement, ce qui fit éclater tout le monde de rire. « Oui, ça aussi, » admit Charles, mais il y a autre chose. Il sortit des documents du dossier. Ces papiers sont spéciaux. Si vous êtes d'accord, cela signifierait que légalement, nous serions une famille. Je serais votre père, pas seulement le fiancé de votre maman. Les jumeaux regardèrent les documents d'adoption avec de grands yeux curieux. Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa, demanda Michel, sa voix petite mais pleine d'espoir. Seulement si vous le voulez, répondit Charles, sa voix légèrement tremblante. Je ne cherche pas à remplacer votre père. Il fera toujours partie de vous, et nous l'honorons toujours. Et la grand-mère Léa sera toujours notre grand-mère, ajouta Gabriel. Bien sûr, mon amour, intervint Léa en tendant les bras vers les enfants. Les jumeaux se regardèrent un instant, se comprenant dans leur langage silencieux, avant de se jeter simultanément dans les bras de Charles. Oui, on veut, s'écrièrent-ils en chœur. Émilie observait la scène, les larmes aux yeux, se rappelant cette nuit dans le parking qui avait tout changé pour eux. D'une manière ou d'une autre, au milieu de leur moment le plus sombre, ils avaient trouvé le chemin vers la lumière. Eh bien, dit Léa en s'essuyant discrètement une larme, je pense que cela mérite plus que des biscuits. Que diriez-vous de commander une pizza? De la pizza, crièrent les jumeaux, sautant de joie, tandis que Charles appelait la pizzeria et que les enfants aidaient Léa à ranger les biscuits pour le dessert. Émilie s'approcha de la fenêtre. Le jardin, où ils avaient partagé tant de moments spéciaux, brillait maintenant sous le soleil du crépuscule, comme une promesse des jours heureux à venir. La vie, pensa-t-elle, avait une manière curieuse de tisser ses histoires. Parfois, la fin la plus heureuse commençait par le moment le plus difficile, et parfois, la famille la plus belle était celle que le cœur choisissait. La maison resplendissait de guirlandes lumineuses de Noël, et l'arôme de pain frais se mêlait à celui des biscuits fraîchement cuits. C'était le premier Noël qu'ils célébraient en tant que famille officielle, à peine un mois après le mariage intime qui avait légalisé ce que l'amour avait déjà solidifié. Léa, presque complètement rétablie grâce au traitement expérimental, dirigeait les opérations depuis son fauteuil près du sapin, supervisant la décoration avec l'œil expert de celle qui avait organisé des dizaines de fêtes familiales.
Un peu plus à gauche, indiqua Michel tandis que le petit ajustait un ornement parfait. Gabriel, de son côté, aidait Émilie à accrocher les bas de Noël au-dessus de la cheminée. Il y en avait maintenant 5, chacun brodé soigneusement avec leur nom, Charles, Émilie, Michel, Gabriel et Léa. Tu penses que papa Romain aimerait comment nous avons décoré, demanda Gabriel à voix basse à sa mère. Émilie étreignit son fils, regardant la photo de Romain qui occupait une place spéciale sur la cheminée. Je suis sûr qu'il sourit du ciel, mon amour. Il a toujours voulu que nous soyons heureux. Charles entra dans la pièce, portant un plateau de chocolat chaud. Qui veut des guimauves en plus, demanda-t-il, provoquant une course instantanée des jumeaux vers lui. Moi. Moi, s'écrièrent-ils en chœur, tandis que Léa riait depuis son siège. Avant que le chocolat ne soit servi, Émilie intervint. Que diriez-vous de lire la lettre pour papa Romain? Comme chaque Noël, les enfants acquiescèrent solennellement et se réunirent autour du sapin. C'était une tradition qu'ils avaient commencée l'année précédente, écrire une lettre racontant à Romain tous les événements importants de l'année. Cher papa, commença Michel en déroulant le papier qu'ils avaient écrit ensemble, cette année a été très spéciale. Maman et Charles se sont mariés et maintenant nous sommes officiellement une grande famille. Mamie Léa va beaucoup mieux et elle dit que c'est grâce à nos câlins magiques. Gabriel continua, la fondation de maman et Charles aide beaucoup d'enfants qui sont tristes, comme nous l'étions avant, et devine quoi? Nous avons gagné le concours scientifique de l'école. Charles nous a aidés avec le projet, mais c'était nos idées. Émilie et Charles se prirent la main en écoutant les enfants lire, leurs alliances brillant sous les lumières du sapin. Léa essuya discrètement une larme. Et surtout, conclut Michel, nous voulons que tu saches que nous sommes très heureux. Charles est un super papa, tout comme toi, et maman sourit tout le temps maintenant. Nous t'aimons beaucoup, ajouta Gabriel, et même si nous avons maintenant une famille plus grande, tu seras toujours notre papa du ciel. Quand ils eurent terminé de lire, un silence chaleureux emplit la pièce, brisé seulement par le crépitement du feu dans la cheminée. Dehors, les premiers flocons de neige de la saison commençaient à tomber. Eh bien, dit enfin Léa, que diriez-vous de prendre ce chocolat chaud maintenant et que Charles nous raconte l'histoire de comment il a trouvé 2 petits anges dans un parking? Les jumeaux s'installèrent excités, bien qu'ils eussent entendu cette histoire des dizaines de fois. C'était leur préféré, après tout, l'histoire de comment un geste de bonté avait transformé la tragédie en espoir et comment l'amour avait construit des ponts entre la douleur et le bonheur. Si cette histoire sur le pouvoir de l'amour, la bonté et les miracles de la vie a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Si vous voulez plus d'histoires qui vous émouvront, activez la cloche pour ne rien manquer. D'où écoutez-vous cette belle histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires pour savoir où dans le monde cette narration sur l'amour, l'espoir et les miracles touchent des cœurs.